ne le dira jamais assez, aucun médicament n'est jusque-là efficace contre la Covid-19. L'espoir de sortir de cette crise sanitaire repose en grande partie sur la vaccination. Plusieurs pays dans le monde ont déjà vacciné leur population cible et comptent l'étendre à d'autres personnes. Malheureusement, si ailleurs cette vaccination avance à pas de géant, en RDC elle est encore timide. Jusque-là, quelques 5000 personnes seulement ont déjà reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca. La population est-elle suffisamment informée sur l'importance de cette campagne de vaccination? Quelle est la stratégie de l'État congolais pour stopper la rumeur autour de la vaccination? Est-ce que la population est considérée comme des cobayes? On en parle dans ce check-up avec notre invité. Le coronavirus circule encore et mute en plusieurs variants. Depuis les débuts de la pandémie en décembre 2019, plus de 3 millions de personnes ont péri dans le monde. Dès l'apparition de cette maladie, plusieurs laboratoires dans le monde se sont mobilisés pour trouver une riposte efficace, notamment avec la production massive des vaccins. Sur la liste de ces nombreux vaccins, il y a AstraZeneca, de l'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne, efficace à 76% selon les études. Ce dernier présente un gros avantage sur les autres vaccins dans la mesure où ses conditions de conservation entre 2 à 8 degrés sont idéales pour les pays africains. C'est donc ce vaccin que la RDC a reçu gratuitement le 2 mars 2021 grâce à l'initiative COVAX. Un premier lot de 1,7 million de doses a été livré, mais que le pays a du mal à utiliser. Depuis le 19 avril 2021, date du lancement de la campagne de vaccination, le nombre de personnes vaccinées a du mal à décoller. La population affiche une grosse méfiance face à ce vaccin. Le scepticisme règne même dans les milieux du personnel soignant qui avait été catégorisé comme prioritaire. Dans les centres de vaccination, les gens arrivent à compte-gouttes. À l'hôpital de l'amitié sino-congolais d'Ondjili, une moyenne de 3 à 4 personnes est accueillie par jour. Les 100 premières doses reçues sont loin d'être épuisées. C'est dire que la méfiance règne suite à l'infox sur les réseaux sociaux et aux rares cas de thrombose rapportés en Europe. Depuis que nous avions commencé jusqu'à ce jour, nous avons atteint la barre d'une 70aine de vaccinés. Et parmi tous les vaccinés ici, qui sont passés par ici, nous n'avons enregistré aucune complication grave. Nous enregistrons plutôt des complications moins graves, celles auxquelles nous nous attendions, parce qu'après toute vaccination, il y a des complications moins graves auxquelles nous nous attendions, telles que maux de tête ou fièvre, douleur au niveau du site d'injection. Selon le superviseur de ce centre, aucune complication majeure n'a jusque-là été enregistrée chez les personnes vaccinées. Raison de plus de sensibiliser. La moyenne de vaccinés par jour est de 4 à 5 vaccinés par jour. C'est ainsi que nous sensibilisons la population en général, les corps soignants, de venir se faire vacciner, d'éviter de se servir des infos négatives, des informations négatives qui passent au niveau de réseaux sociaux. Et au début, il était prévu qu'on ne vaccine que ceux qui sont au-delà de 55 ans ou ceux qui ont des comorbidités. Mais actuellement, nous avions constaté qu'il y a ceux qui ont moins de 55 ans qui viennent solliciter. C'est ainsi qu'il a été pris comme décision, partant des instructions du fabricant, que nous prenons maintenant tout celui qui a au moins 18 ans, qui pense qu'il faut venir se faire vacciner. Nous les encourageons à venir se faire vacciner. Dans ce point de vaccination, comme dans d'autres points, tout est bien organisé pour accueillir la population. Notre table est la première étape. Ici, c'est comme le triage. Lorsqu'on reçoit une personne, on prend d'abord l'identité de la personne, on prend les signes vitaux. Il y a aussi une série de questions qu'on va lui poser. Et après, si la personne est éligible, qu'on puisse lui donner le vaccin, on le fait passer de l'autre côté pour l'enregistrement. Ensuite, on le vaccine. Âgé d'une 60aine d'années, Epiphane vient de recevoir sa première dose d'AstraZeneca et en est fier. J'ai la 60aine et donc je suis parmi les personnels prioritaires. Et donc je suis parmi les cibles. Et ce n'est pas simplement ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe plus, c'est l'exemple que je dois donner à tous les professionnels de santé.
tous ceux qui reçoivent les malades en priorité, il faut qu'on leur dise que si nous qui les gérons, nous donnons l'exemple, ils ne peuvent que suivre. Parce qu'ils doivent se protéger eux-mêmes avant de chercher à protéger les autres. Je suis professionnel de santé de formation, je ne peux pas avoir peur. Au contraire, je suis protégé maintenant, je suis sécurisé parce que le vaccin, il n'est pas fabriqué pour nuire. Le vaccin est fabriqué pour protéger. Les gens doivent avoir peur de la maladie et non pas peur du vaccin. Voilà ça, je crois que c'est ça le message qu'il faut. Suite au manque d'enthousiasme face à la vaccination RDC, 1,3 million de doses de vaccins ont été redéployées dans d'autres pays africains pour son utilisation avant sa date d'expiration. Mais il y a encore 400 000 doses à utiliser avant le 21 juin. Il faut donc multiplier des stratégies pour convaincre la population à se faire vacciner. Je reçois dans ce check-up le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et en communication pour la santé. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, madame. Vous êtes également engagé dans la sensibilisation contre la Covid-19, une sensibilisation qui vous met face à deux défis. D'abord, faire accepter à la population que la maladie existe. Ensuite, leur dire que les vaccins est important. Alors des deux, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Alors, dire que ce qui est facile, c'est ça, ou ce qui n'est pas facile, c'est ça, c'est trop facile de le dire. Permettez-moi cette tautologie. Il faut quand même que nous revenions sur le début de la maladie en mars 2020. Justement, lorsque la maladie avait commencé en République démocratique du Congo, vous avez tous suivi, je pense que vous êtes mieux informés. Tout le monde pensait qu'il n'existait pas de maladie en RDC. La Covid-19, c'était la maladie des Chinois, la maladie qui ne tue pas les Noirs. Et cela nous avait quand même coûté cher parce qu'entre-temps, pendant que les gens ne voulaient pas accepter que la maladie existait, il y a eu des vies perdues. Moi, j'ai eu le temps de circuler dans les hôpitaux, j'ai eu le temps de soigner les malades. Malheureusement, il y a des gens qui sont décédés de la Covid-19 pendant que les autres disaient que la maladie n'existait pas. Mais il faut avouer quand même qu'au début, on a fait un effort pour que la communication passe. Je pense que vers le mois de juin-juillet, on a commencé à se rendre compte qu'au début, on avait à peu près 6% de personnes, quand on a fait des enquêtes, qui acceptaient que la maladie existait. Et on est allé vers plus de 70% de personnes. Une communication qui a certes été critiquée au départ. Exactement. Une communication d'abord qui était essentiellement fléchée vers les réseaux sociaux, alors qu'il fallait une communication communautaire. C'est vers le mois de juin qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas rester dans les médias, parce qu'on n'a pas toujours une population massive qui a accès à l'information à travers les médias, qu'il fallait utiliser ce qu'on appelle les relais communautaires et faire une communication de proximité. On a eu une augmentation quand même des personnes qui comprenaient qu'attention, il faut faire face à la maladie, il faut utiliser les mesures barrières. Alors, une autre résistance qu'on a rencontrée, c'était l'utilisation du protocole national. Rappelez-vous que lorsqu'on a mis en place la chloroquine, l'azithromycine, on a eu aussi d'autres vagues de contestation, surtout qu'avec les essais cliniques lancés par l'OMS, on avait demandé d'arrêter, mais nous, on avait des très bons résultats qui avait été partagé par le professeur Jean-Marie Kayembe. Donc, on a continué. Alors, aujourd'hui, on a eu des succès. Rappelez-vous, quand on a présenté nos derniers chiffres, qu'en fait, on a 9 personnes sur 10 qui guérissent de la maladie, qu'on a eu quand même une première vague qui a été bien gérée, on a eu une deuxième vague qui a été bien gérée. Aujourd'hui, nous sommes en déplétion des nombres de cas quand vous regardez la situation de la deuxième vague. Et il y a la vaccination qui arrive, une vaccination sur laquelle les gens ont beaucoup travaillé contre elle. Je me suis même amusé à dire à quelqu'un que les gens qui ont travaillé contre la vaccination ont fait un travail excellent, dans le mauvais sens. Parce qu'en réalité, ce que vous voyez, ce qui se passe en Inde, dans d'autres pays, la vaccination a été introduite pour justement accélérer la fin de la propagation du coronavirus. Si je dois revenir à ma question sur les deux aspects, sur les deux défis, on doit dire que les deux sont compliqués pour vous. Exactement. En tant que communicateur en santé. D'abord, accepter la maladie, accepter la vaccination, rappelez-vous, et ça c'est très important, il y a 2 points là-dessus, madame, la vaccination est dans la maladie. Donc vous avez déjà une assiette contestée, et quand vous mettez dans cette assiette un élément qui est contesté, donc déjà la base était faussée. D'accord ? Maintenant, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est déjà de se dire, on a quand même des très bonnes tendances en termes de diminution de la propagation du coronavirus. On introduit la vaccination. Il est important de comprendre que le changement de comportement va être lent. Moi, je suis communicateur en santé. Quand vous faites face à une résistance, ce n'est pas tout de suite que vous obtenez des modifications. Il faut y aller patiemment parce que nous faisons face à la vie des gens, expliquer aux gens l'importance, mais surtout
les premiers à se faire vacciner vont démontrer qu'en fait, il n'y a pas de problème à se faire vacciner. Moi, personnellement, qui vous parle, je me suis fait vacciner le 19. On a vu les images, docteur Michel, vous vous êtes fait vacciner, c'est qu'il y a une très bonne chose. Mais lorsque vous parlez de cette résistance, ce scepticisme de la population, mais elle continue encore, la population est toujours refuse de croire que la maladie est encore là. Mais comment faire pour les ramener à comprendre que la maladie n'est pas finie? La première vague est certes passée, la deuxième vague est en train de finir. Potentiellement, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, comment faire croire à la population que la maladie circule encore? Alors, c'est le deuxième point. Okay, donc, je vous ai parlé de 2 points. Donc, le deuxième point, c'est quelle stratégie de conviction on monte pour arriver justement à faire adhérer la population. Madame, ce n'est pas la première fois, d'abord, qu'on a une population qui résiste à une stratégie de santé publique. Ce n'est pas la première fois. Et nous avons en RDC des mécanismes pour gérer la résistance. Il existe des approches pour gérer la résistance. Est-ce que ça marche? Nous l'avons utilisé à l'Est avec l'Ebola. Vous savez que quand on a commencé la lutte contre la maladie à virus Ebola, on ne vaccinait pas. Quand nous avons introduit le vaccin contre l'Ebola, il y a eu des résistances. Vous avez tout suivi. Mais aujourd'hui, tout le monde se fait vacciner contre l'Ebola sans problème. Parce qu'on a utilisé des mécanismes de gestion des résistances. C'est ce que nous allons faire aussi avec la vaccination contre la Covid. Le premier élément dans ce mécanisme, c'est d'abord écouter la population. Les gens ne disent pas des choses qui sont vagues. Il y a quelqu'un qui leur a dit ce qu'ils sont en train de répéter. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. Ça veut dire qu'il faut d'abord écouter. Et moi, j'ai toujours dit, madame, quand vous voyez une population qui refuse, il ne faut pas dire cette population est naïve. Il y a quelque part une désinformation. Il faut écouter ce que les gens disent. D'abord, faire cette évaluation dès ce que les gens sont en train de dire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut rencontrer les attentes des populations. Si on vous dit que ce vaccin a été créé pour exterminer les Noirs, si on vous a dit que ce vaccin a été créé pour rendre les femmes stériles, démontrer par des faits que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas l'effet que la vaccination va causer. Mais docteur, dans une de vos chroniques, vous aviez évoqué qu'il fallait d'abord mettre une communication robuste avant même de parler de la vaccination. Et vous ne prêchez pas dans le désert comme Jean-Baptiste. Alors, c'est ce que j'ai dit. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors, le troisième point, c'est évaluer ce qu'on fait comme stratégie. Alors, ce que j'avais mentionné dans mon message, c'est que ce que je vois par rapport à la Covid-19, et ce n'est pas seulement en RDC, regardez ce qui se passe dans d'autres pays africains, vous allez vous rendre compte en fait que les changements ne viennent pas d'emblée. On l'a vu avec la maladie elle-même. On l'a vu avec l'introduction de la chloroquine et de l'azithro, ainsi de suite. On le voit avec la vaccination. Ce n'est pas du tic au tac. On n'est pas dans un monde vétérinaire où vous prenez les bêtes, vous les vaccinez. Généralement, la tendance à l'acceptation est toujours lente. Mais ce qu'il faut faire, il faut maintenir la pression sur une bonne communication et répondre aux questions de la population. Moi, Est-ce que sur ce point-là, la RDC réussit sa communication? Alors, la RDC a un grand succès en matière de santé publique. Okay? Nous sommes le premier pays à avoir, par exemple, montré des bons exemples sur les soins de santé primaire depuis Kassongo, depuis Bouamanda. Ça, vous le savez. La RDC a des succès importants dans la vaccination en général. Okay? Nous avons participé de manière excellente à l'éradication de certaines maladies, n'est-ce pas? Ou à l'élimination de certaines maladies. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut utiliser ce substrat, il faut utiliser cette substance pour pouvoir adresser les questions qu'on a aujourd'hui avec la vaccination. Ce qui n'est pas encore fait, docteur Michel. Ce qui n'est pas encore fait. Je suis d'accord avec vous, madame, que nous ne sommes pas contents. Moi qui vous parle, je peux me jeter la pierre. On n'est pas content du niveau de communication que nous sommes en train de mettre en place. Il faut tripler, quadrupler les efforts actuels dans la communication. Il fallait déjà, avant même que le vaccin arrive, préparer la population et communiquer pendant la vaccination, et même après la vaccination, on continuera à communiquer. Donc, c'est d'où, pour moi, l'occasion, madame, de demander à tous les acteurs qui travaillent dans la communication pour la santé de doubler d'efforts. Et il ne s'agit pas seulement des experts en santé. La communication, c'est le travail que vous faites. La communication, ce sont les leaders d'opinion, les pasteurs, n'est-ce pas? Les hommes politiques, les leaders politiques, les députés. Toutes ces personnes qui ont l'oreille de la population doivent communiquer en faveur de cette stratégie. C'est comme ça qu'on y arrive. Parlons justement de ce fameux vaccin AstraZeneca. On a entendu tout ce qui a circulé autour de ce produit, que ce soit dans plusieurs pays du monde, pas forcément ici en RDC. On a vu les réactions, même si minimes, mais seulement la rumeur s'est vite propagée. Mais docteur, aujourd'hui, parlez-nous de ce vaccin en RDC. Est-ce que vous pensez que la population évite la vaccination ou bien évite le vaccin? Alors, très belle question, madame. On a reçu les doses d'AstraZeneca. Vous avez suivi ce qui s'est passé. On a eu 1,7 million
100 000 doses qui sont arrivées du mécanisme COVAX. Rapidement, le mécanisme COVAX, c'est un mécanisme mondial qui permet à tous les pays à faible revenu d'avoir accès au vaccin. Deuxièmement, on a eu aussi 50 000 doses de l'Inde. D'accord? Après, on a eu des réactions suite à ce qui s'est passé avec AstraZeneca en Europe. Alors, lorsque vous avez de telles réactions, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, vous faites une revue de ces réactions pour comprendre est-ce le vaccin, est-ce autre chose? Nous avions stoppé, rappelez-vous, le lancement de la vaccination parce qu'on voulait faire un background pour comprendre ces effets qui ont été notifiés par d'autres pays sont-ils liés à la vaccination ou à autre chose? Après revue indépendante, on s'est rendu compte, d'ailleurs madame pour votre information, aucun pays africain n'a notifié des cas de thromboembolie, c'était ça la grande complication de ce vaccin, jusque-là, et même nous, depuis qu'on a commencé à vacciner, on est presque à 5000 cas vaccinés, personne, on n'a pas eu de cas de thromboembolie. Lorsqu'on a vu que ce n'était pas une relation liée à la vaccination comme telle, mais aussi qu'on pouvait éviter ça en format du personnel, parce que tout médicament, madame, a un effet secondaire. Ce qui est important, c'est savoir prendre en charge des effets secondaires. Quand on vous vaccine contre la rougeole ou on vaccine un enfant contre la rougeole, vous pouvez faire une petite fièvre. Vous comprenez? Voilà. Ce qui est important, c'est quel est le bénéfice qu'on tire. Moi, quand je prends la quinine, j'ai des bourdonnements d'oreilles, j'ai des vertiges. Mais le bénéfice que j'ai en ayant une bonne santé ou en guérissant de la quinine, ça vaut plus que les vertiges et les bourdonnements d'oreilles que j'ai. Alors, sur l'AstraZeneca, madame, je termine votre question, c'est qu'en fait, on a se rendu compte que non, il n'y avait pas autant d'effets secondaires néfastes comme on le disait, et on a lancé la vaccination, mais néanmoins, ce vaccin avait une date de péremption en juin 2021. Ce qu'on a fait, c'est qu'au vu de notre utilisation des services, on s'est rendu compte qu'il y a des doses qui risquent d'être périmées. Par mécanisme de solidarité et de rationalité, nous avons déployé ces vaccins sur d'autres pays en attendant de recevoir d'autres doses de vaccins qui sont éloignées. Alors, qui arrivent quand, les autres doses? Avant la fin de l'échéance qu'on a, parce que nous avons encore 400 000 doses à utiliser. Alors, sur votre question, et je conclue par là, et je vous laisse la parole, madame, sur le vaccin, vous avez raison. La population, d'abord, a lié la peur au vaccin AstraZeneca, parce qu'on a suivi tous que ce vaccin avait des problèmes, ce qui n'était pas le cas avec d'autres vaccins comme Pfizer. Deuxièmement aussi, globalement, le processus vaccinal a eu des soucis en matière d'adhésion de la population. Parce qu'on a développé le vaccin très rapidement. On pense que non, ça a été un mécanisme assez étrange de voir que dans moins d'une année, on avait un vaccin. C'est pourquoi il fallait travailler à la fois sur la communication sur AstraZeneca, c'est ce que je viens de vous dire, et deuxièmement, montrer aux gens que la vaccination est une action de santé publique qui est utilisée pour mettre fin à de telles maladies. On l'a fait avec l'Ebola, on l'a fait avec la rougeole, et pourquoi pas le faire avec la Covid-19. Docteur, je vous ai très bien suivi. Vous parlez de l'importance de la vaccination ainsi que de tous les circuits qui s'est produit. Mais quand même, on parle de quelques 5000 personnes pour une ville. Parlons de Kinshasa, de plus de 10 millions d'habitants. Pour un pays de plus de 80 millions d'habitants, 5000 personnes, la vaccination reste timide. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les 400 000 doses que nous gardons peuvent aussi expirer avant même l'échéance? Alors, c'est le risque. Et en santé publique, on travaille comme ça. Donc, votre question, madame, adresse les risques que nous avons à ne pas consommer tous ces vaccins. Qu'est-ce que nous faisons, madame? Premièrement, il y a peu de vacciner, il y a très peu de sites. D'abord, à partir de 18 ans maintenant, vous acceptez que tout le monde se fasse vacciner? Non, non, je vais y arriver. Déjà ça? Les stratégies mises en place, madame, c'est qu'il y a le Nord Kivu, il y a le Lualaba, n'est-ce pas? Il y a le Congo central et bien sûr Kinshasa. Ces provinces doivent vacciner. D'accord? Aussi. Mais n'ont pas encore commencé. Alors, je peux vous donner les dates. Je crois le 13, on lance dans le Lualaba. En tout cas, au plus tard le 13, je vous donne les échéanciers. Toutes ces provinces vont lancer. Première stratégie qui va augmenter justement l'utilisation. Deuxième stratégie, on se rend compte, madame, contrairement à ce qu'on pense, qu'il y a des gens qui sont vraiment volontaires à la vaccination et qui ne sont pas potentiellement dans la cible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas plus de 55 ans. Quand quelqu'un, un jeune, veut se faire vacciner, pourquoi ne pas ouvrir? On a ouvert. À Kinshasa, on n'avait que 11 sites. Au moment où je vous parle, d'ici la fin de la semaine, on va arriver à presque 120 sites. Parce qu'il faut augmenter la couverture. Quand vous voulez augmenter l'utilisation d'un service, vous augmentez ce qu'on appelle la couverture horizontale. Ça veut dire les gens peuvent se faire vacciner au lieu le plus proche, ce que nous sommes en train de faire. Mais deuxièmement, vous travaillez sur l'acceptation de ce produit. C'est le travail qu'on fait. Aujourd'hui, je vous parle, madame, un plan robuste de communication se met en place
pour justement amener les populations à utiliser ces services. L'acceptation du produit, je pense que c'est là le grand problème. Si on peut se fier à ce que disent la population en fait regrette. Parce qu'ils disent que le gouvernement congolais avait suspendu pour des mesures préventives, mais après on relance on lance la vaccination sans même donner les vraies raisons. Qu'est-ce qui a été fait exactement? On aimerait comprendre, docteur. D'abord, première chose, vous savez qu'il n'y a pas que l'RDC qui utilise l'AstraZeneca. Okay? Plusieurs pays utilisent l'AstraZeneca. Et plusieurs populations réagissent différemment aussi. Oui, mais en Afrique, plusieurs pays, je vous informe qu'en Afrique, plusieurs pays utilisent l'AstraZeneca et aucun pays n'a notifié des cas de thromboembolie comme on en a parlé au nord. D'accord? Vous pouvez vérifier en Côte d'Ivoire, vérifier au Sénégal, ainsi de suite, même ici chez nous. Parce que quand vous parlez de 5000 personnes, c'est quand même beaucoup. Ne pas avoir des réactions sur 5000 personnes, ça montre déjà que potentiellement, il n'est pas question là d'avoir des effets secondaires de type thromboembolie. Et si on en a, on est armé pour pouvoir les prendre en charge. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que vous devez comprendre, madame, c'est qu'en fait, on a des groupes de techniciens qui travaillent sur ce genre de choses. Quand on a suspendu, ce n'était pas parce qu'on voulait. Vous savez qu'on a eu la pression internationale pour dire pourquoi vous avez suspendu. C'est parce que justement on voulait faire cette étude. Et quand on a relancé, c'est parce qu'on a eu des données qui nous ont montré justement que l'on pouvait vacciner parce que les bénéfices étaient supérieurs aux effets secondaires. Et les effets secondaires les plus courants sont les effets secondaires mineurs. C'est les douleurs au point d'injection, c'est parfois un peu d'allergie, ainsi de suite. Et on a commencé cette vaccination-là. Et vous l'avez vu, madame, le ministre de la Santé sortant s'est fait vacciner, nous-mêmes on s'est fait vacciner. Comment voulez-vous? Heureusement que vous êtes encore en vie. Non, je serai en vie parce qu'il n'y a rien, madame. Et c'est comme ça que je dis là, aujourd'hui à la population, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de fuite à faire, parce que ce vaccin, il est potable, on le consomme, il n'y a pas de problème. Il y a plus à gagner parce que le coronavirus circule. Regardez ce qui se passe en Inde, madame. Aujourd'hui, nous avons des variants qui circulent. Il faut redouter, avec tout ce que nous avons comme lien avec certains pays comme l'Inde, si on a aujourd'hui des variants en RDC qu'on n'est pas suffisamment vaccinés, ça va être la catastrophe. Déjà, avec la deuxième vague, on a eu plus de morts, on a eu plus de cas qu'à la première vague. Donc, il faut être préventif. Et le vaccin, c'est un moyen préventif. C'est comme ça qu'au-delà du vaccin, si même on conteste, le pays fait des efforts pour avoir d'autres vaccins, notamment Sinopharm ou Moderna, ainsi de suite. Mais mon message aujourd'hui, c'est de dire à la population de ne pas suivre les fake news, de ne pas suivre les fausses informations. On l'a dit au début de la maladie, les gens sont morts. Malheureusement, on a enterré des célébrités dans ce pays, même dans ce monde. Je ne vous cite pas les noms. Aujourd'hui, les gens commencent à attaquer la vaccination. Les gens vont encore laisser passer une opportunité. Nous allons malheureusement enterrer les gens, ce que nous ne voulons pas. Il faut que les gens nous fassent confiance. Nous sommes une équipe de santé publique. On ne peut jamais introduire une stratégie, une molécule sans en avoir la maîtrise. Docteur, la population veut bien vous faire confiance, nous voulons bien vous faire confiance, mais dans un pays où la courbe est presque descendante, si vous allez dans les hôpitaux, les lits sont vides, il y a presque plus de cas Covid. Est-ce qu'il faut à tout prix vacciner? Alors la vaccination, madame, c'est une prévention. N'est-ce pas, madame Patricia? La vaccination, ce n'est pas quand l'hôpital est rempli. La vaccination, ce n'est pas des traitements qu'on donne quand on est malade. La vaccination, c'est justement éviter qu'il y ait une autre vague de maladies. Ok? Je suis d'accord avec vous, c'est un succès énorme que nous partageons avec vous, de voir la courbe en déplétion. Mais qui vous dit qu'on ne va pas remonter? C'est comme ça qu'il faut vacciner pour prévenir le lendemain. Donc la vaccination, encore une fois de plus, et ça j'aimerais bien que notre population comprenne, la vaccination c'est une prévention. On est vacciné pas quand on est malade, on est vacciné quand on n'est pas malade pour éviter de tomber malade. Donc aujourd'hui, c'est le moment de se faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner, j'ai développé mes anticorps, je les ai même dosés. Ça veut dire que si demain je suis en contact avec le virus, eh bien, imaginez-vous, je ne vais pas développer la forme grave de la maladie. Donc, encore une fois de plus, ce n'est pas parce que la courbe diminue, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a 9 personnes sur 10 qui guérissent qu'il ne faut pas se faire vacciner. Vous ne savez pas ce qui se passe. Qui pouvait prédire ce qui se passe en Inde? 3500 morts par jour, 1 million de cas par jour, qui pouvait prédire ça? On espère juste que cela ne va pas arriver ici en République démocratique du Congo, parce que cela est quand même prouvé aujourd'hui que la population africaine ne fait pas des formes graves de la Covid-19. Non, madame, encore une fois de plus, il faut que je vous renseigne là-dessus. Quand les gens regardent les chiffres, ils disent « Ah, on a seulement 28 000 cas, ce n'est pas beaucoup. » On n'est pas concerné par la maladie. Le problème, c'est que, madame, moi je suis médecin, je soigne les cas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la Covid, mais qu'on ne connaît pas. Mais l'Afrique est quand même épargnée, docteur. Non, on a un système. Il faut d'abord être clair, madame. Nous avons un système de dépistage très faible.
Si vous voyez beaucoup de cas en Europe, aux États-Unis, en Inde, c'est parce qu'ils ont des systèmes de dépistage qui sont très accessibles. Dans notre pays, on a déjà ça. C'est un iceberg. Hein? Dans notre pays, déjà, il faut se faire dépister. C'est tout un problème. Je vous dis, madame, le jour où on va mettre en place un système de dépistage massif, vous serez surpris. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la maladie que la maladie n'existe pas. Le fait d'être silencieux, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de maladie. Et encore une fois de plus, en surveillance épidémiologique, le silence ne dit pas qu'il n'y a pas la maladie. Le silence peut dire vous ne détectez pas la maladie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, madame, c'est qu'on enregistre quand même des décès. On en a quand même si on en a 3, on en a 4. Ce sont des vies humaines. À ce titre-là, nous ne pouvons pas nous dire, écoutez, nous n'avons eu que 600 décès, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Mais non, chaque vie est importante. Si moi je perds aujourd'hui mon père, je perds ma mère, mais vous n'allez pas me dire c'est un cas sur 1000, mais c'est une vie. C'est comme ça que c'est important que chacun de nous prenne sa responsabilité. Il ne faut pas dire qu'on est africain, ça veut dire qu'on est exempt. Non, pas du tout. Vous ne savez pas, ces variants qui arrivent, quel comportement ils vont avoir demain. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est en Afrique. Vous voyez ce qui se passe dans certains pays du Maghreb, c'est en Afrique. Donc on n'est pas exempt et nous ne devons pas, comme on l'a dit au début que la maladie ne tuait pas le noir, nous ne devons pas nous cacher sous des hypothèses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Vous sensibilisez régulièrement, que ce soit dans les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit dire que vous êtes financé par quelqu'un? D'où vous vient le moyen de faire cette sensibilisation? Est-ce l'État congolais ou un privé? Madame, je suis médecin d'abord. Okay? J'ai prêté serment. Mon serment m'a dit, il faut soigner, il faut soutenir, il faut aider. D'abord, pas besoin d'attendre qu'on me donne de l'argent. Je suis médecin de santé publique. J'ai une expertise mondiale que vous pouvez retrouver partout. D'accord? Lorsque je suis dans une situation de danger, j'ai pris personnellement, sans attendre un appui quelconque, ma propre initiative d'informer. Parce que j'ai besoin des gens pour pouvoir développer ce pays. Et c'est comme ça que vous m'avez vu passer dans les chaînes, c'est comme ça que vous m'avez vu écrire un livre sur la Covid-19 dans le souci d'informer la population. Pourquoi je le fais? C'est ma contribution à la lutte contre la Covid-19. C'est ma contribution au développement de mon pays parce que ces personnes-là, c'est un capital. On a besoin d'un capital pour développer le Congo. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un partenaire me finance. Je n'ai pas besoin d'attendre que la présidence me donne de l'argent. Je suis responsable quelque part. Je dois montrer aussi ce que j'apporte dans la santé de ma population. Et je crois que c'est mon rôle que je veux continuer à jouer en engageant mes moyens et en soutenant ceux qui peuvent aussi le faire. Vous soutenez également la recherche, mais il y en a trop peu en RDC sur la Covid-19. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement, on n'y alloue pas beaucoup d'argent. La recherche, madame, coûte de l'argent. Le budget de l'État aujourd'hui alloué à la santé, regardez, il n'est pas plus de 5%. Sur nos budgets total, on a moins de 5% d'argent alloué à la santé. Gratter ce budget alloué à la santé, dites-moi la ligne de recherche, qu'est-ce qu'on y donne? Rien. Alors, vous regardez des pays qui ont trouvé les vaccins, c'est des pays qui allouent beaucoup de moyens à la recherche. Encore une fois de plus, depuis longtemps, depuis la nuit des temps, j'exhorte les gouvernements à allouer suffisamment d'argent dans la recherche. On a des chercheurs congolais. Vous avez vu des tentatives qui n'étaient pas aussi mauvaises que ça, notamment la tentative avec le professeur Ekwalanga. Ici, on a eu des jeunes qui ont présenté par exemple des respirateurs, qui ont présenté des masques. On a eu des gens qui ont tenté de mettre en place des produits traditionnels. Moi, j'ai apprécié cette dynamique. Mais il faut que l'État alloue suffisamment de moyens à la recherche. Et la recherche a un retour d'investissement énorme. Tous ces pays qui développent les médicaments, qui développent le vaccin, ne vous en faites pas. Lorsque ces médicaments, ces vaccins sont vendus, il y a un retour d'investissement qui fortifie l'économie nationale. Donc encore une fois de plus, lorsqu'on vote des budgets, et c'est pour moi l'occasion de faire un appel à nos députés qui votent des budgets au niveau de l'Assemblée nationale, veillez sur la recherche. C'est ça qui élève une nation. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la recherche dans l'espace, la recherche en biologie, la recherche sur les médicaments, ces pays sont honorés et ces pays ont de retours d'investissement parce que cette recherche donne des produits, ces produits vendus, mais ces capitaux qui reviennent fortifient leur économie. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous devons travailler sur la recherche en santé et la recherche, c'est ça qui donne l'innovation, c'est ça qui permet le développement des mécanismes. La recherche justement contribue au développement d'un pays. Docteur Michel Mouvoudi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé publique et communicateur en santé. Vous êtes également engagé, très engagé je dirais, dans la sensibilisation contre la Covid-19. Je vous remercie madame, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission est finie. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. Face au coronavirus, se protéger et protéger les autres en adoptant des gestes simples. Se laver fréquemment les mains avec du savon,
surtout après des contacts avec des personnes ou différents objets. Désinfecter régulièrement les mains avec les gels hydroalcooliques. Tousser ou éternuer dans son coude. Utiliser un mouchoir à usage unique, ensuite le jeter à la poubelle. Éviter de se serrer la main et de s'embrasser. Respecter la distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Évitez les attroupements de plus de 20 personnes. Et si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce check-up. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.